Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc je suis doctorante à AgroParisTech, je travaille sur différentes dynamiques de groupe dans le cadre de l'action publique, et puis particulièrement l'action publique qui vise à prendre en charge des problèmes complexes du vivant. Donc les organisateurs du séminaire, comme j'ai animé la démarche à starter, m'ont proposé de donner quelques éléments de repère sur la notion de co-construction. Donc ils m'ont posé plein de questions. Qu'est-ce que c'est que la co-construction? D'où ça vient? Pourquoi? Donc je ne vais pas pouvoir répondre à tout dans le quart d'heure qui m'est donné, mais je vais essayer d'apporter quand même quelques éléments qui sont des éléments de vulgarisation. Donc je ne vais pas rentrer tout à fait dans la précision des concepts. L'idée va être de donner une image un peu en survol. Donc en 3 temps, d'abord quand même quelques éléments de définition et de repères. Ensuite, je vais vous proposer de porter 2 regards sur la notion de co-construction, 2 regards qui me semblent possibles. Un qui vient plutôt de la science politique et qui parlera plutôt en termes de démocratie participative, et un autre regard qui est plutôt un regard en sciences de gestion, dans le courant dans lequel je me situe, qui est celui de l'approche patrimoniale, et où on verra que la notion de co-construction se rapproche plutôt de la manière de prendre en charge des problèmes. Et puis, dans une 3e partie conclusive, je propose une distinction entre, je ne sais pas si ça marche très bien, vous m'entendez? Oui. Entre commun et collectif, qui est le cœur de mon travail de thèse. Donc une distinction que j'amènerai de manière là aussi un peu intuitive, parce que je ne pourrais pas rentrer vraiment dans les détails. Donc la co-construction, si vous attendiez de la recherche qu'on vous dise exactement ce que c'est raté, parce que c'est une notion floue. En fait, c'est une notion que vous utilisez, et donc les chercheurs qui cherchent en vous observant, du coup la mobilisent, mais c'est parce qu'elle vient d'acteurs comme vous. C'est une notion d'emploi récent, à peu près depuis les années 2000, et en croissante inflation. Mais en fait, on peut en trouver autant de définitions que d'auteurs, comme d'autres notions telles que la concertation. Bon, pour préciser quand même un peu les choses, et pour que l'image soit plus claire, on peut dire que l'idée que cette notion porte, c'est l'idée d'une implication d'une pluralité d'acteurs dans l'élaboration ou la mise en œuvre d'un projet ou d'une action. Donc ça, c'est la définition que donne Madeleine Acriche dans un dictionnaire paru récemment. Ce que cette notion porte comme idée, c'est déjà qu'on dépasse un peu une négociation institutionnelle classique sur la conception des politiques publiques telle qu'on pouvait la conduire dans un système de cogestion, par exemple entre les ministères et les représentants élus d'un secteur. Et puis l'idée aussi qu'on cherche à produire quelque chose de très concret. C'est pour ça que j'aimais bien cette image où on voit le puzzle se construire au fur et à mesure. Donc la co-construction, c'est une notion qui se situe par rapport à un ensemble d'autres notions avec lesquelles on la confond souvent. Il y a plusieurs manières de classer ces notions les unes par rapport aux autres, et aucune ne fait vraiment consensus au sein de la littérature. Donc moi, j'ai retenu une manière de les classer par gradient, selon un gradient de construction collective. Donc c'est la vision que propose Jean Hadberey, que j'ai reprise. Donc lui pense en fait qu'on peut situer ces notions les unes par rapport aux autres en fonction du degré d'implication des acteurs dans une construction. Construction d'une vision, d'un objet commun, d'un projet ou d'un plan d'action. Donc l'information étant le stade 0, on va dire, où il n'y a pas vraiment d'échange bilatéral avec les participants, on se contente de leur amener une information. La consultation, on apporte de l'information et on recueille l'avis des participants, mais sans qu'il y ait forcément la volonté d'une construction avec eux. Dans la négociation, là, on a déjà un début de construction collective, au moins par la décision à laquelle on aboutit entre les négociateurs, qui doivent faire l'objet d'un accord sur des intérêts divergents. Dans la notion de concertation, là, il y a beaucoup de dissensus entre les chercheurs, mais en tout cas, Jean Hadberey propose de considérer que c'est un processus de construction collective, de vision, de projet, d'objectifs. Mais on a encore un stade qui va au-delà et qui serait aujourd'hui celui de la co-construction, qui supposerait des modes d'engagement plus aboutis des acteurs. Et donc tous ces termes font partie d'une grande famille qui est celle de la participation, qui est plutôt un principe politique général, alors que les termes que je vous ai présentés seraient des modalités concrètes de mise en œuvre de la participation. Alors la participation, c'est la tendance de l'action publique, on va dire ça comme ça, depuis déjà les années 60-70, tendance donc sur laquelle on va poser un premier regard, plutôt de sciences politiques, où on va voir que la science politique analyse l'émergence de la participation dans des termes liés à la notion de démocratie,
Donc émergence dans les années 60-70 avec 3 éléments majeurs. D'abord une critique de la démocratie représentative, que je ne vais pas trop m'appesantir dessus, je pense que ce dessin explique bien quelle est cette critique. Une critique aussi de l'élite technicienne, de la technocratie, par des sociologues et des philosophes, on pense par exemple à Bourdieu ou à Jacques Ellul. Et puis un troisième élément qui est la montée en puissance des mobilisations contre de grands projets portés par l'État, des projets d'aménagement, déjà à l'époque des projets de barrages, mais aussi des projets de centrales, des projets d'aménagement sur le plateau du Larzac par exemple, voilà, des projets contre lesquels les acteurs se mobilisent et qui remettent du coup en question l'expertise de l'État, mais aussi sa manière de définir l'intérêt général. Et donc, on voit à la fois sur le terrain et dans les élites intellectuelles monter une contestation du monopole de l'État sur la définition de l'intérêt général, qui, comme le dit Jacques Chevalier, qui est un politologue l'an dernier, disait « l'intérêt général ne se présume plus. Ce n'est plus un attribut spontané de l'État. » Et là, la notion de participation vient apporter l'idée que cet intérêt peut se construire peut-être avec les acteurs sur le terrain qui sont concernés par les projets. D'où une deuxième phase de la participation dans les années 90-2000 qui va institutionnaliser ce principe au travers d'un ensemble de textes de loi, notamment dans la Charte de l'environnement en 2005. Et ces différents textes de loi appellent les administrations qui conçoivent des politiques à mobiliser les parties concernées, sans forcément leur dire comment, mais en tout cas, il faut faire de la concertation. Et donc, on voit se développer de nombreux dispositifs. On a vu dans le film précédent là, que ces dispositifs pouvaient être très variés. Des dispositifs qui visent à faire participer le public. En tout cas, c'est comme ça que les voit la science politique. Et donc, faire participer le public, à la fois pour démocratiser la décision et à la fois pour l'améliorer. Donc déjà un peu dans un objectif gestionnaire. Et ce qu'on voit, c'est que, puisqu'aujourd'hui on entre dans une troisième phase un peu de la participation, qui est une phase à la suite d'évaluations qui sont portées sur les dispositifs participatifs, on voit qu'on entre dans une phase de méfiance, un peu, une phase critique envers la participation, parce que quand on évalue les dispositifs, en tout cas ce qu'on peut en lire dans la littérature, c'est qu'on se demande dans quelle mesure vraiment on améliore la décision ou on ne fait qu'améliorer l'acceptabilité sociale des projets. Et donc dans l'évaluation des dispositifs de participation, on trouve des effets assez contrastés. Alors certes, des progrès démocratiques en termes de démocratie participative, mais aussi des regards très critiques de chercheurs et aussi de participants à ces dispositifs, avec ce que des chercheurs ont appelé le stakeholder fatigue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées pour participer à des comités, à des débats, etc., sans forcément avoir de retour sur leur investissement, sans savoir comment leur expression et leur contribution est finalement concrètement prise en compte. Et donc on peut se demander, comme on a connu le greenwashing avec le développement durable, on peut se demander aujourd'hui, en tout cas c'est ce que certains chercheurs se demandent, si on ne serait pas dans une sorte de participative washing, c'est-à-dire est-ce que vraiment les pouvoirs publics qui organisent la participation le font de manière sincère, ont les compétences aussi pour le faire. Donc il y a un regard critique qui se développe. Et donc si on peut résumer le regard de sciences politiques porté sur la participation, on pourrait dire que le constat c'est que la décision publique peut être contestée et que la participation sert à s'associer le public pour qu'elle le soit un peu moins. Alors maintenant, si on porte un regard de sciences de gestion, donc par l'approche patrimoniale qui est la mienne, sur l'émergence de la participation, on va davantage s'intéresser à la nature du problème. Dans ce courant-là, on pense que c'est la nature des problèmes auxquels l'action publique doit faire face qui nécessite la co-construction avec les acteurs concernés par ce problème, mais ici une co-construction qui n'est pas pensée en termes de démocratie participative, mais en termes vraiment d'agir ensemble. Donc, dans l'approche patrimoniale, on distingue 3 types de problèmes, grosso modo. Des problèmes de décision simples avec un seul acteur. Par exemple, à midi, j'ai faim, j'ai le choix entre un restaurant italien, français ou chinois. C'est 3 budgets différents, 3 saveurs différentes. Je suis seule à prendre la décision et je vais la prendre en fonction d'un rapport coût-avantage de ces différentes options. En termes d'action publique, par exemple, c'est la gestion domaniale d'une forêt par l'État, qui est seul propriétaire et qui va gérer la forêt en fonction de paramètres économiques,
écologique. Oui. C'est mon téléphone qui sonne, je suis désolée. Alors ensuite, un deuxième type de problème, qui sont des problèmes de décision simples, mais qui concernent plusieurs acteurs. Donc pour reprendre mon exemple, cette fois je sors avec des amis, on doit aller manger, on doit aussi décider de la suite de la soirée, avec le choix entre, je ne sais pas, plusieurs activités, un cinéma, un opéra, une sortie au bowling. Et on a des préférences différentes, donc il va falloir négocier entre nous. En termes d'action publique, par exemple, ça peut être la gestion de la sécurité en montagne, qui va devoir mettre autour de la table des communes, l'État, des propriétaires privés, qui vont devoir s'accorder sur des solutions techniques, entre plusieurs options. Et puis, il y a un dernier type de problème, ce sont des problèmes complexes qui concernent de nombreux acteurs, et c'est face à ces problèmes-là qu'on se trouve massivement aujourd'hui. Alors la complexité, pour vous donner à voir un peu, j'ai pris ce schéma, c'est une illustration de l'intervention américaine en Afghanistan. Donc ils ont essayé de cartographier les connexions entre les différentes dimensions de cette intervention, et en fait c'est le bordel. La complexité, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est des interactions entre un grand nombre d'acteurs dans des lieux différents, avec des dimensions importantes à prendre en compte, et qui sont toutes interdépendantes les unes les autres. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs en termes de système, c'est pour bien montrer le fait que dans la complexité, on a un ensemble de composants qui sont liés les uns aux autres en interaction permanente. Alors ça c'est en 2D, en 3D ça donne ça, par exemple. Alors je pense que c'est ce qu'on pourrait aussi, ça c'est la cartographie d'interaction entre des chromosomes d'un génome. C'est ce qu'on pourrait aussi cartographier, je pense, si on représentait les interactions d'un système d'acteurs qui chercherait à prendre en charge la gestion de la qualité de l'eau en Midi-Pyrénées, par exemple. En s'imaginant que chaque petite bille de couleur serait un acteur. Donc ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur du système complexe. Donc on voit que la complexité, d'ailleurs, ça vient du latin complexum, ce qui est tissé ensemble. Donc on voit que c'est un entrelac de relations entre des entités. Donc c'est très difficile en fait de s'en faire une représentation, et encore plus si on se place à la place d'une de ces petites billes, donc disons d'un de ces acteurs. Voilà ce que l'acteur voit en fait quand il est face à une situation complexe. Il ne voit qu'une partie, il n'a qu'une perception restreinte de la situation de problème. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas avoir conscience de toutes les interactions qui se produisent simultanément entre lui et tous les autres acteurs. Il n'a pas de perception de toutes les dimensions en jeu, ce qui est tout à fait normal. Et c'est en fonction de cette perception partielle qu'il va intégrer dans son quotidien qu'il va se forger sa rationalité. C'est-à-dire sa rationalité en termes de choix et aussi en termes de comportement. Et selon sa position dans le système, position qui est liée à son métier, mais aussi à ses valeurs ou à sa philosophie personnelle, à son vécu, il va du coup se forger une rationalité différente, mais légitime à chaque fois. Et dans cette situation, chaque acteur, selon ce qu'il perçoit, a ses propres capacités d'action. Donc il a une vision, une rationalité, une capacité d'action propre, mais on le voit sur ce que j'ai essayé de représenter, cette sphère noire étant la situation de problème, on va dire. Ce sont des choses qui lui sont propres, mais qui sont limitées. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous, en termes de gestion, de lier la complexité et la participation, ou la co-construction, c'est qu'on se rend compte qu'aucun acteur seul ne peut se faire une représentation complète de la situation de problème et ne peut agir seul sur cette situation. Donc, on a besoin de l'ensemble des acteurs qui vivent la situation de problème pour s'en faire une idée, pour développer une intelligence de cette situation et pouvoir agir dessus. D'où la nécessaire participation et implication des acteurs, pour nous dans deux phases. Une première phase qui est une phase d'abord d'intelligence ensemble, parvenir à comprendre cette situation, et ensuite une phase de coaction, c'est-à-dire parvenir à mobiliser les capacités d'action des acteurs et à les coordonner pour qu'ils puissent agir ensemble sur cette situation qui passe par eux, et dont le changement doit aussi passer par eux. Donc pour nous, la co-construction est reliée à une nécessaire co-expertise que l'on cherche à organiser entre les acteurs. Donc on voit bien que chaque acteur a sa perception partielle, et l'idée ici est de parvenir à construire une image avec eux un peu plus complète de la situation de problème.
sachant qu'ils peuvent avoir des images très hétérogènes. Mais on va essayer de voir quelle nouvelle forme on peut construire ensemble. Et puis, une nécessaire coaction, du coup, avec ces acteurs, puisque ce dont on se rend compte, c'est qu'en situation complexe, la décision, finalement, est un peu une illusion. C'est déjà ce que disait Michel Crozier en 1979, avec son livre « On ne change pas la société par décret ». On pourrait dire aujourd'hui, on ne change pas les systèmes complexes par décret non plus. Et je pense que c'est ce qu'on voit bien sur des questions d'actualité aujourd'hui, qui génèrent beaucoup de conflits, hein, sans les citer. Mais on se rend compte que sur des systèmes complexes, des décisions simples, qu'elles soient techniques ou réglementaires, posent problème. Parce que, d'une part, elles optimisent généralement une qualité, c'est-à-dire une dimension du problème, au détriment d'autres dimensions. Par exemple, la qualité environnementale au détriment de la qualité économique ou vice-versa. Et aujourd'hui, dans les décisions politiques qui sont prises, on a des décisions qui sont contradictoires, qui ont des effets contradictoires, et pourtant que les acteurs doivent intégrer. L'autre écueil, c'est que, comme on a dit, personne ne peut agir seul, et la décision provient généralement d'une intelligence très partielle de la situation. Et enfin, le dernier écueil, c'est l'irréductible liberté d'action des acteurs, qu'a bien mis en valeur la sociologie des organisations, c'est-à-dire qu'à la fin, même si l'on décide, même si l'État décide qu'il faut par exemple diminuer l'usage des pesticides de moitié, cette diminution, elle ne peut s'incarner que si elle passe par des actes concrets, des acteurs qui vivent la situation. Et donc il faut que chaque agriculteur, dans son exploitation, change quelque chose, que chaque conseiller de coopérative, dans son métier, change quelque chose, que chaque consommateur, quand il pousse son caddie, change quelque chose aussi. Et à moins de s'imaginer vivre dans une société ultra répressive, sous contrôle permanent, en s'imaginant en avoir les moyens, d'ailleurs ce qui est impossible, on ne peut pas surveiller et contrôler, déterminer l'ensemble de ces changements au niveau de chaque acteur. D'où la nécessité de provoquer ce changement d'une manière spontanée, ou disons plutôt désirée, par ces acteurs-là. Alors, je regarde où j'en suis. Oui, et d'où aussi la nécessité, du coup, de mobiliser les acteurs, leur capacité à agir, en négociant les conditions et moyens de leur implication dans le changement que l'on souhaite. Alors, pour nous, cela signifie que, oui, la co-construction, c'est important, pas tant en termes de démocratie participative, finalement, qu'en termes de nécessité d'agir ensemble. Et c'est là que je vais conclure un peu sur les dernières diapos. L'agir ensemble, c'est déjà être ensemble. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a différentes qualités d'être ensemble, en fonction de dynamiques relationnelles, et qu'à différentes qualités d'agir et d'être ensemble, on peut associer des gestions de problèmes différents. Alors, l'hypothèse que nous faisons, nous, c'est que on peut distinguer entre une manière d'être ensemble collective et une manière d'être ensemble en commun, que l'une convient plutôt bien sur des problèmes simples et que l'autre est plutôt nécessaire sur des problèmes complexes. Alors, je vais essayer très brièvement de vous faire comprendre intuitivement ce que c'est que la différence entre collectif et commun, que je ne peux pas creuser parce que je n'ai pas le temps, mais par un ensemble de mots-clés et par quelques images. Alors le collectif, voilà, vous avez des mots ici. Grosso modo, dans une situation, quand on a des relations de type collectif, on est dans une structure où une personne, il va y avoir un chef, souvent, c'est lié à des structures hiérarchiques, pense devoir trouver une solution, décider et faire exécuter la décision. Et donc, dans un collectif, on va avoir des acteurs qui sont plutôt là pour exécuter et des acteurs qui sont plutôt là pour décider. C'est un peu ce que fait l'État aujourd'hui. Quand certains acteurs décident il faut aller dans cette direction, réduire par 2 l'usage des phytos et que les autres doivent exécuter comme ils le peuvent. On est dans un rapport à la réalité où certains acteurs ont tort, d'autres ont raison, où il y a une perception de la réalité
où on cherche à objectiver une vérité précise. Dans le commun, au contraire, on va penser que chaque perception de la réalité apporte une information et que ces différentes informations se complètent pour donner la meilleure image possible d'une situation. Et donc l'objectif ne va pas être d'argumenter, de convaincre l'autre de sa perception de la situation, mais plutôt d'essayer de comprendre, c'est-à-dire de prendre ensemble les différentes manières d'appréhender la situation pour intégrer ces manières-là dans une vision commune. Et donc, on va avoir des dynamiques relationnelles qui sont plutôt fondées sur l'accueil de l'émergence. Émergence de la réalité complexe à laquelle on fait face, mais aussi à la réalité vécue des acteurs. Et donc le respect de leur liberté et de leur désir de s'impliquer ou pas dans ce qu'on leur propose. Bon, c'est très rapidement pour vous faire sentir un peu la distinction entre ces deux notions. Et ce qu'on observe quand on compare des modes d'implication collectif et des modes d'implication en commun, c'est que chacun a ses avantages et ses inconvénients. À gauche, vous avez le collectif. Je trouve que cette image-là des mains liées représente bien le lien fort et un peu la contrainte qui existe entre les personnes qui sont dans un groupe fonctionnant en collectif. L'avantage, c'est que c'est rapide. Ça routinise les fonctionnements, donc c'est très commode et c'est très reposant au quotidien. Ça réduit forcément une part de la complexité, ça simplifie la situation de problème de manière qui est parfois opérante et efficace. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est très vite dépassé en situation complexe. Parce qu'on mobilise peu l'intelligence des acteurs, on mobilise peu leur créativité et leur liberté à s'impliquer comme ils le souhaitent dans la prise en charge du problème. Par contre, dans le commun, au contraire, on va avoir une mobilisation de l'intelligence des acteurs et donc beaucoup de créativité, une compréhension plus fine des situations, qui du coup mobilise, je pense, ce qu'on a pu observer en tout cas sur nos travaux, mobilise durablement les acteurs sur le long terme et permet d'activer beaucoup de projets. Mais on a là aussi des limites, c'est que ces dynamiques relationnelles demandent du temps, demandent aussi souvent de la facilitation externe, puisqu'il n'y a plus un chef qui cherche à faire exécuter sa décision, que tous les acteurs fonctionnent un peu d'égal à égal. Il faut quelqu'un qui, souvent, leur permette de faire tenir cette qualité relationnelle. Et puis, ce sont des dynamiques qui sont aussi vulnérables, notamment sur le point de vue institutionnel. Ces démarches, qui sont des démarches de libre engagement, peuvent tout à fait être pulvérisées par des contre-ordres réglementaires, par exemple. Donc voilà un peu pour un aperçu rapide de ces notions. Je vais conclure, je suis désolée, j'ai dû prendre un peu plus de temps que prévu, pour dire que le collectif, aujourd'hui, on sait faire, le commun, un peu moins bien, et donc aujourd'hui, on cherche à améliorer les méthodes. On voit que dans le film qu'on a vu, il y a différentes méthodes qui existent. Donc il y a tout un travail de recherche sur les méthodes, et je pense que c'est un enjeu vraiment pour prendre en charge des problèmes auxquels vous faites face massivement, et qui sont quand même des problèmes complexes, dont on voit qu'ils ne sont pas tout à fait bien pris en charge aujourd'hui. Voilà.